Bon, du coup, merci de m'accueillir pour regarder cette petite présentation que j'avais envie de partager avec vous. Alors, je vais la lancer à l'écran. Voilà. Alors, est-ce que vous voyez le support? Très bien. Impeccable. Donc, l'idée, c'était de vous partager ma réflexion sur cette ingénierie de transition systémique et de résilience. Alors, juste pour présenter un petit peu le contexte, puisque cette démarche est personnelle, je n'ai pas de commande particulière là-dessus, mais je m'intéresse depuis quelque temps à la systémique. J'ai été formé à la prospective stratégique d'ailleurs, et j'ai participé à l'élaboration du programme Transition systémique de l'ADEME, donc qui portait bien son nom, de l'ADEME Île-de-France. Bien sûr, allié de la fabrique des transitions, où les sujets de conduite de changement systémique, de transition systémique sont fréquents. Et puis, un peu plus récemment, donc, j'ai participé à donc, un programme de l'ADEME Normandie qui accompagne un réseau de territoires dans leur stratégie de résilience. Et je me suis rendu compte à partir de ce moment-là qu'il commençait à y avoir des petits problèmes de représentation entre les sujets de transition, de résilience. Voilà, et plus dernièrement, donc je participe au programme au cycle supérieur de transition à l'INET. Donc j'ai pu tester quelques niveaux de représentation systémique. Donc je me suis rendu compte que ça, enfin, ce que j'appelle moi en tout cas de représentation systémique, mais vous me direz, que ça portait ses fruits en termes de déclic. Voilà, parce que mes objectifs par rapport à ces représentations systémiques, c'est de deux natures, c'est pédagogique et vraiment aussi de clarification par rapport à des confusions. Donc pédagogique parce que l'idée c'est j'aime bien dire qu'il faut décomplexer la complexité et puis créer des déclics de compréhension d'une situation dans la complexité et voir comment est-ce qu'on peut agir. Et que voir en face d'une problématique systémique, effectivement, c'est sans doute une réponse systémique qu'il faut mettre en œuvre. Et puis, en termes de deuxième objectif, celui de la clarification que j'annonçais, je me suis rendu compte qu'il y avait des concurrences, en fait, parfois des incompréhensions entre les termes qui sont les termes de transition, de résilience, de robustesse, de sobriété, d'adaptation, de régénération, etc. Alors que dans mon esprit, au fur et à mesure que je creusais tous ces sujets, tout ça était interrelié, sauf qu'il fallait vraiment arriver à représenter une image globale où chacune de ces notions avait sa place et que souvent on était dans la confrontation parce qu'en fait on refusait de regarder la totalité du tableau. Voilà. Euh, donc ce que je vais vous présenter là, c'est comme je vous le disais, une démarche personnelle qui demande qu'à être complétée. Hein. C'est une forme d'introduction à quelque chose que je propose, en tout cas à vous, au groupe et à la fabrique, si ça intéresse, bien entendu, de pouvoir prolonger. Donc, une petite définition pour commencer, parce qu'effectivement, bon, la transition écologique, tout le monde sait ce que c'est, a priori, sauf que la résilience territoriale, peut-être faut-il le préciser, il y a plusieurs définitions, mais je retiens moi celle du CEREMA. Et donc, c'est la capacité d'un territoire à absorber les perturbations et à prendre des risques pour se transformer afin de garantir sur le long terme la satisfaction de besoins essentiels de sa population ainsi que sa cohésion sociale. Moi, j'aime beaucoup en tout cas cette définition, je suis très en phase avec elle. Euh, et donc, on verra quel lien on peut faire justement entre nos différents efforts de transition et cette résilience territoriale. Alors, juste, pardon, j'ai voulu reprendre le petit tableau là, du groupe de travail pour dire, personnellement, la proposition que je fais, elle se situe au niveau des étoiles. Donc, des usages à tous les niveaux, de la sensibilisation à la mise en mouvement. En termes de représentation, on est sur quelque chose d'assez simple, hein, qui est aussi statique et qui a un regard externe. Le but, c'est pas de regarder à l'intérieur d'un territoire, mais bien d'avoir un regard externe.
En termes de représentativité, on est sur un niveau moyen de représentation de processus complexes. Représente plutôt la situation actuelle, des acteurs cibles que vous voyez ici. Donc, pas un niveau d'expert, on est sur un niveau pédagogique de plus grand nombre d'acteurs possible. Et l'idée, c'est de proposer une représentation qui va permettre en fait de s'approprier et d'avoir envie de bouger les pièces du puzzle voilà, pour construire ça dans un groupe qui doit décider d'actions importantes pour l'avenir en connaissance de cause d'une situation de départ. Voilà, donc c'est un vrai travail en cours. Et effectivement, il a besoin d'être accompagné par la voix, en tout cas, pour être utilisé, pour porter ses fruits, on va dire. Alors, je vais vous présenter 3 petites représentations. Le premier, ça va être sur comprendre les enjeux écologiques et sociétaux qui vont influencer sur l'avenir. Le deuxième, on va parler de paradigme, parce qu'on parle souvent de changement de paradigme. Et puis le troisième, c'est de relier les sujets de transition systémique avec donc une finalité de résilience territoriale. Donc sur le premier, voilà ce que j'aime représenter, c'est que notre territoire, au niveau local, il faut vraiment partir de lui. On a des activités qui ont des actions directes sur notre territoire avec une pression sur les ressources naturelles et une dégradation des écosystèmes qui constituent notre territoire. Et aussi, bien sûr, on a une contribution à l'atteinte du système Terre, à la fois sur l'atteinte des 9 limites planétaires, on a déjà 6 qui sont dépassées, mais aussi par rapport au stock de ressources dont on a tous besoin et dont la plupart des pics en fait, de production sont atteints. Donc, cette représentation du système Terre, qui est en fait l'Anthropocène, finalement, la dégradation de l'équilibre de ces limites planétaires et une forme de pénurie qui commence et de pollution des différentes ressources dont on a besoin, entraîne en retour une dégradation des conditions de vie de notre écosystème sur notre territoire. Donc, la conclusion, c'est que ça menace directement la condition d'habitabilité du territoire. Et puis, alors c'est vrai que c'est un premier cercle vicieux. Et ça, c'est vu vraiment de manière très générale sur nos activités. Excuse-moi, Patrick. Oui, voilà, j'allais te demander d'enlever le petit texte. Merci. Ouais, parce que je Je ne te sais pas laisse pourquoi poursuivre. Oui. il Ouais. apparaît. Donc, excusez-moi. Du coup, deuxième cercle vicieux sur notre territoire, nos activités, finalement, sont totalement dépendantes d'une économie mondialisée avec la dépendance à un certain nombre de ressources mondialisées, mais aussi à un besoin permanent de croissance et de compétitivité, ce qui, au niveau mondial, amène à l'augmentation des inégalités, mais aussi une mondialisation des risques, des menaces mondialisées. Ça, c'est une représentation qui est faite par le Forum économique de Davos, où on voit les risques écologiques et environnementaux totalement interreliés aux risques technologiques, sociétaux, etc. Et donc ça, finalement, c'est plutôt la représentation du capitalocène. Et donc, cette dépendance, elle a une action directe, à la fois mettre une pression de la croissance et la compétitivité sur nos ressources humaines de territoire, mais aussi une dégradation du climat social. Et les conséquences de ces dérèglements mondialisés amènent en plus un niveau de vulnérabilité supplémentaire et un risque de pénurie et jusqu'à ce que l'on appelle de descente matérielle et énergétique. Donc, s'il y a des termes pour lesquels ne sont pas clairs pour vous, vous pouvez bien sûr intervenir. Ce qui fait que
au-delà de la menace des conditions d'habitabilité du territoire qu'on a vu tout à l'heure, là, on est en menace de conditions de stabilité sur le territoire. Et ces deux cercles vicieux, finalement, s'accélèrent entre eux et donc conduisent au phénomène de grande accélération, à la fois de contraintes sur les milieux et de contraintes sur les populations. Et qui nous amène à voilà, un cercle, une spirale, en fait, quelque part, une accélération de ces dégradations, ce qu'on pourrait appeler le cercle mortifère. Voilà. Donc ça, c'est en fait les engrenages dans lesquels nous sommes pris. Et surtout, nous n'avons pas d'autre manière de fonctionner. Donc, une des conclusions, c'est que nous ne sommes pas résilients par rapport à ça. Et en termes d'ouverture, moi, ce que j'aime bien montrer, c'est que finalement, les enjeux auxquels en fait, nous exposent ces menaces, bah, ce sont des enjeux de sécurité, hein, de conditions d'habitabilité, de santé, de sûreté, hein, puisque stabilité, cohésion sociale, même de sûreté des installations avec nos centrales nucléaires, par exemple, qui pourraient ne pas être suffisamment refroidies. Et donc, tous ces thèmes majeurs ne sont pas des enjeux environnementaux en soi. Donc, c'est pour rehausser un petit peu le niveau de risque que je vous présente ça. Et donc, si on comprend que la problématique est systémique, effectivement, donc il faut apporter une réponse systémique. Alors ça, c'est bien sûr un des enseignements de Donella Meadows dans son ouvrage Pour une pensée systémique, qui nous dit que le levier le plus puissant pour transformer un système, c'est d'agir sur le paradigme, non pas sur des sujets techniques. Donc, paradigme, c'est tout l'ensemble des règles et des croyances, bien sûr, des organisations qu'on a mis en œuvre qui régissent en fait nos sociétés. Donc, petite illustration sur le changement de paradigme. Actuellement, donc pour résumer vraiment très radicalement ce qu'on vient de voir tout à l'heure, alors, je vous demanderai de surveiller l'heure parce que je ne vois plus l'heure à mon niveau. Vous ferez un petit signal, s'il vous plaît. L'idée, c'est qu'on agit dans un sens contre nature. Hein, la croissance nous amène à agir à contresens de la nature. Et du coup, on opère un stress à la fois sur l'environnement, un stress biophysique et un stress sur les sociétés. Ce qui, au final, réduit notre zone de résilience, notre zone de sûreté qui est nécessaire à l'épanouissement de la vie. Donc, derrière ça, il y a tout un travail sur le paradigme. Alors, ce n'est pas moi qui l'ai fait, j'ai participé très humblement à un travail de la fresque systémique qui nous montre bien effectivement ce paradigme dégénératif centré sur l'ego, des modèles mentaux, un rapport à nos ressources, différents principes de production, de règles d'échange, etc. Ça, c'est pour plonger au cœur des causes racines, pour comprendre ce qui est à l'origine en fait de ce cercle vicieux. Et effectivement, si on veut sortir d'un cercle vicieux et aller vers un cercle plus vertueux, il faut comprendre ce paradigme pour tenter une inversion de paradigme. Donc ça, c'est ce qu'a fait aussi le groupe de la fresque systémique. Et donc, si on propose l'inverse exact de ce qui régit aujourd'hui nos sociétés modernes, mais effectivement, c'est une inversion de nos modèles mentaux, un autre rapport aux matières. Et plutôt que des règles de production et d'échange, des manières de coévoluer. Ce qui nous permet finalement, une fois qu'on a pu prendre conscience de cette représentation, fonctionner dans le sens du vivant, réduire la pression sur les écosystèmes et sur les sociétés pour retrouver une zone de respiration, une zone de résilience qu'on trouve ici en bleu. Voilà. Donc là, c'est une petite parenthèse, puisque ce qui compte, c'est d'arriver à comprendre qu'une vraie transformation systémique passe par un changement de paradigme. Donc, la présentation suivante, bien sûr, intègre
le nouveau paradigme pour pouvoir se transformer en profondeur. Donc, voilà la question qui se pose. Donc, effectivement, on a vu précédemment que nous n'étions pas résilients par rapport à un monde qui se transforme et qui devient de plus en plus hostile. Donc, c'était ça qui était grave. Et donc, si on a compris qu'on avait besoin de devenir résilient, eh bien, en fait, le sujet, le défi de la représentation, c'est comment organiser de manière non transitoire différents efforts de transition reliés entre eux, transition systémique, pour tendre progressivement vers cette résilience. Donc, le schéma de droite, je vous le montre en tout petit. Je vais essayer de vous le détailler ici un peu plus tard. Donc, l'idée, c'est de montrer qu'en fait, il y a ce partie fonctionnelle qui est la manière de nous organiser pour que le fonctionnement le plus nominal, et puis avoir conscience que derrière, il y a un volet dysfonctionnel. Et donc, cette barre en biais montre qu'au départ, le volet dysfonctionnel est très important, mais que petit à petit, au fur et à mesure de la démarche de transition, l'idée, c'est de réduire ce volet dysfonctionnel. Donc, j'ai essayé de synthétiser ici cette démarche de transition pour devenir résilient. La première action, c'est ce que j'appelle une attention lucide à notre écosystème de vie, à la fois donc à Gaïa, notre planète, et puis bien sûr à notre territoire et les sociétés qui vivent dessus. Et de se rendre compte que ce fonctionnement, comme on l'a vu précédemment, a été dégradé. Donc on a un certain niveau de menace avec des dégradations qui soient soit progressives, soit rapides. Je ne vais pas les détailler ici, mais derrière, il existe un grand niveau de détail, à la fois sur donc, la dégradation des limites planétaires, de la biocapacité, au niveau de nos sociétés, une dégradation du bien-être, des niveaux d'égalité et de notre économie. Aujourd'hui, on pourrait aussi parler de pouvoir d'achat. Et puis sur nos territoires, une dégradation progressive de la qualité de vie et de la qualité des services écosystémiques. Voilà, tout ça, en fait, étant interrelié, représente un ensemble de menaces systémiques. Donc là, je vous montre le Stockholm Resilience Center qui, effectivement, montre l'ensemble des limites planétaires interconnectées. Le Forum économique de Davos qui montre les risques écologiques interconnectés à toutes les autres menaces. Et donc, finalement, dans nos territoires, localement, nous sommes vulnérables et non préparés. Donc, c'est ce qu'on appelle une situation VUCA. C'est les militaires qui appellent ça de cette manière. Donc, en fait, nous sommes face à une grande complexité, une grande incertitude, une grande volatilité et une ambiguïté. Bon, je le rappelle ici, les niveaux des menaces, je ne peux pas les rappeler. Donc, au final, la deuxième action, finalement, par rapport à cette lucidité vis-à-vis du niveau de menace, c'est de pouvoir faire des choix. Et donc, de se poser les questions, finalement, si l'essentiel nous semble menacé, puisqu'on parle de pénurie alimentaire, pénurie en eau, pénurie en énergie, eh bien, se poser la question de quoi a-t-on vraiment besoin pour prioriser nos besoins essentiels et écarter peut-être ce qui l'est moins. Ce qui demande de assez rapidement partager avec la population, se rapprocher de la société civile, ce qui d'ailleurs répond à un sujet de crise démocratique aujourd'hui, crise de confiance, le politique, pour ce niveau de connaissance de la menace, pouvoir le partager, à la fois sur le constat global, mais aussi sur la situation de vulnérabilité locale, et que finalement, ce qui serait intéressant, c'est de pouvoir donc partager les choix importants pour l'avenir. Notamment, alors là, ce sont des outils que je note ici sous cette forme, avec par exemple l'assemblée de codécision. Il existe d'autres outils. Et puis donc, ce qui ressort comme conclusion de ces choix, finalement, va alimenter un diagnostic de vulnérabilité en fonction de ce qui est prioritaire. Et par exemple, par rapport à l'alimentation, par rapport à l'eau, l'énergie, différentes ressources, les liens sociaux, etc. Et finalement, on en ressort une série de scénarios redoutés qui doivent alimenter
à la fois notre plan communal de sauvegarde, comme toutes les menaces d'ailleurs, les autres menaces pour le territoire et la population, mais aussi le DICRIM, puisque ça permet d'informer plus largement les habitants. Donc, il faut partir d'une situation, une fois qu'on connaît un peu le niveau de vulnérabilité, d'une situation donc, sur le territoire, une situation initiale. Donc, il y a à la fois des outils comme le diagnostic sensible du territoire, de la fabrique, qui est très intéressant, et aussi le diagnostic de résilience 360 degrés, qui permet de mesurer le niveau de résilience vis-à-vis de chacun des besoins essentiels. Voilà, une fois qu'on a ces différents éléments, ça permet finalement de faire des choix et de décider vraiment collectivement de domaines prioritaires de résilience sur lesquels s'engager. Donc là, on est vraiment sur des choix de résilience. Et finalement, ces choix sont des ingrédients importants qui doivent faire partie d'un vrai projet de société, mais aussi qui doivent se relier à un projet politique pour former un projet de territoire en transition. Donc, j'ai marqué ici effectivement une des menaces en fait, à prendre en compte, c'est la participation de la société civile permet de préserver ce projet de territoire en transition d'une alternance politique. Et on en arrive vraiment au point fondamental qui est de co-construire ce programme de transition systémique. Donc là, je le zoome. Donc là, je trouve ça assez intéressant comme représentation qui est proposée. C'est que finalement, c'est un ensemble d'actions interreliées, d'actions d'atténuation, d'adaptation, de régénération. Atténuation parce qu'il faut arrêter d'aggraver le problème. Adaptation parce qu'il y a des évolutions, des dégradations inéluctables. Et puis régénération parce que ça sert à rien, on ne peut plus préserver ce qui est déjà abîmé, donc il faut le réparer. Donc effectivement, ce programme transitoire doit prendre en compte certains éléments, les freins, les verrous de conduite de changement systémique, mais aussi ces fameux leviers, donc ce changement de paradigme dont on a parlé tout à l'heure. Il y a différents outils qui peuvent se relier ici, qui sont très bien placés ici, comme la boussole du CEREMA, et puis le prisme de résilience avec les qualités de la résilience. Bon, peu importe, je ne vais pas détailler ça, c'est juste pour montrer que finalement, ça donne une place différents outils qui existent. Donc, on a ici des actions d'atténuation. Elles sont souvent beaucoup plus larges que ce qu'on imagine. Tout d'abord, bien sûr, toutes les actions de sobriété pour éviter de faire ce qui n'est pas nécessaire, mais aussi de renoncement à ce qui n'est plus utile. Bien sûr, il y a toutes les obligations réglementaires. C'est là où on met en œuvre les actions des PCAET, des plans de biodiversité, etc., etc. Et on agit aussi sur des actions pour améliorer la performance de nos installations, pour trouver des alternatives à tout ce qui est en dépendance aux énergies carbonées. Mais aussi, on est dans un plan de traitement des vulnérabilités qu'on a identifiées plus tôt. Alors, on a toute une série d'actions d'adaptation. Les plus connues sont ceux au changement climatique, ce n'est pas les seuls. Il y a aussi s'adapter en fait à des ressources qui vont manquer. Il y a aussi l'adaptation de changement de posture et comment finalement, ce n'est pas tant de l'adaptation, mais de se mettre en adaptabilité, adaptation permanente, et aussi d'adopter une forme de culture du risque, ou plutôt de culture de la vulnérabilité. Donc ça, c'est à partager avec l'ensemble de la population. Et puis, un ensemble d'actions de régénération. Alors, on pourrait parler de triple régénération, comme certains le disent. Il y a à la fois la régénération des écosystèmes, qui sont listés ici, pour retrouver une santé des services écosystémiques. Des actions aussi pour régénérer la santé sociale, et notamment tout ce qui fait la cohésion sociale. Et autour des ressources, s'organiser, par exemple, autour de communs. Ça fait partie des actions de régénération. Mais aussi, donc, avoir à cœur aussi d'améliorer la santé humaine, régénérer à la fois la santé physiologique, mais aussi la santé mentale, et notamment la résilience des personnes, des individus, par exemple, pour lutter contre l'éco-anxiété. Ça, c'est un des exemples.
pourrait même parler de sociétaux anxiété. Voilà, sur le programme de transition systémique, bien entendu, tout ça se détaille. Hein. L'idée, là, c'est de faire simple, quand même suffisamment simple, mais de comprendre que tout ça fait partie d'un programme de transition systémique et que derrière, en fait, il va falloir coopérer parce qu'en fait, c'est un grand projet collectif où on a besoin des 4 fantastiques de transition des territoires, mais aussi on a besoin de coopération territoriale pour travailler, par exemple, l'autonomie des territoires, complémentarité entre villes, campagnes, etc., etc. Et puis, il faut être capable donc d'évaluer. Donc là, il y a des outils, dont notamment le tableau de bord, euh, qui serait intéressant à pouvoir rentrer dans le détail ensemble. L'idée, c'est de montrer que finalement, l'ensemble des actions de notre programme de transition systémique permettent bien la réduction, l'adaptation, la régénération, mais à chaque fois aussi permettent des gains de résilience et de montrer que entre elles, ces actions, elles se complètent, elles ne viennent pas s'opposer. Car parfois, en fait, on pourrait montrer que des actions de résilience, en fait, sont contraires, en fait, à certaines actions de réduction d'impact, comme tout ce qui est lié à la redondance, par exemple. Donc, en fait, le sujet, c'est de montrer que comme on a choisi les besoins essentiels qu'on veut préserver, eh bien, effectivement, il faut de la redondance sur les sujets de besoins essentiels, mais il faut renoncer à, quelque part, du superflu sur d'autres besoins non essentiels. Voilà, ça, c'est la partie dysfonctionnelle. C'est aussi nos scénarios qu'on a identifiés, hein, de scénarios redoutés. À la fois, il faut organiser des exercices de mise en situation avec appel à la société civile, en organisant des REX, des événements, et communiquer sur ces événements. Il faut être en permanence en vigilance sur des signaux faibles et en alerte si on les voyait donc se confirmer. Et puis, à la survenue d'événements que l'on redoute, on va rentrer dans ce qu'on pourrait appeler donc, la gestion de situation d'urgence. Alors, on va parler de gestion de crise, mais en fait, je n'aime pas le mot crise, parce que souvent, la crise, on attend de sortir de crise pour un retour à la normale. En fait, là, le sujet est bien différent. L'idée, c'est, bien entendu, il va falloir un processus de gestion de continuité d'activité autour des besoins essentiels, mais il va falloir aussi observer comment on se comporte, comment on est adaptable, comment est-ce qu'on est résilient, et aussi aider tous ceux qui souffriraient de cette situation. Et donc, à la suite de ce passage difficile, le REX de l'événement doit permettre l'apprentissage pour qu'on sorte grandi de l'événement, gagner en résilience et du coup accélérer les transitions. Donc, ça permet finalement de montrer qu'ici, on vient à chaque fois à la sortie de chaque événement, qu'il soit une répétition ou un vrai événement, améliorer notre diagnostic de vulnérabilité, mais aussi en tirer des expériences sur notre situation exacte de résilience. Voilà. Et puis tenir dans la durée, c'est s'assurer en fait qu'on prend soin en permanence de tout cela à la fois, donc la santé des écosystèmes, du territoire, la santé sociale, la santé humaine, et que tout ça est interrelié et que se rend même service mutuellement. Et puis une des dernières actions pour tenir dans la durée, c'est de célébrer euh, dès que possible toute transformation, tous ces efforts réussis. Voilà, j'essaye d'aller très vite sur les différents Oui, éléments. En Patrick, fait. si peut-être en 2-3 minutes, peut-être, Ouais, si c'est possible, pour terminer, comme ça on a le temps d'échanger aussi. Merci. ouais. Eh bien, du coup, l'idée, c'est que ce n'est pas un processus uniquement linéaire, hein, c'est que prendre soin dans la durée des écosystèmes, de la santé sociale, de la santé humaine, ça nous amène en fait à re-questionner en permanence en fait, notre niveau de vulnérabilité, donc notre diagnostic, etc. Et d'élargir avec des nouvelles personnes qui viennent bien sûr agrandir le cercle de ce programme de transition pour devenir plus résilient. Bon, voilà, j'ai essayé de répondre ici, mais je vous le laisserai ici. Je ne vais pas le relire. Se questionner sur finalement comment on peut nourrir les 4 fondamentaux de la conduite du changement systémique avec ce type d'approche. Et surtout, ce que je voudrais dire en conclusion,
C'est que c'est vraiment quelques éléments mis en forme pour vous qui essayent de représenter donc, à la fois la complexité d'une situation et comment elle s'organise collectivement pour des transitions systémiques pour devenir plus résilients en changeant de paradigme. Que j'ai senti par mon expérience que ça commençait à porter ses fruits, mais que voilà, je pense que ça peut être, si vous le trouvez pertinent, un chantier en fait, qu'on pourrait prolonger voilà, au sein de du groupe de la Fabrique des transitions. J'ai terminé. Merci beaucoup, Patrick. C'était passionnant, très riche. Voilà, on peut échanger maintenant. Pauline, si tu veux démarrer. Oui, allons-y. J'avais une question assez simple. Cette représentation systémique là, que tu nous as présentée, elle était à vocation de quel public, notamment quel était leur état initial de transformation, de connaissance déjà des sujets, etc. Enfin, voilà, je me posais des questions sur la cible de cette représentation systémique et sur l'intention qu'il y avait derrière cette représentation, quelle était à la fin, à l'issue de la présentation de ça, quel était l'objectif que tu avais en tête, qu'est-ce qu'il fallait que les gens repartent avec. Voilà. Alors, merci pour cette question. Effectivement, les cibles, je l'avais présenté un tout petit peu, mais très rapidement au début avec mes petites étoiles. C'est la cible, idéalement, donc c'est dans des territoires, c'est un public qui est constitué à la fois d'élus et de techniciens, non pas des experts de ces sujets de transition et de résilience, mais vraiment très largement l'ensemble des services pour quelque part avoir un niveau de compréhension globale d'une situation et que chacun puisse mettre ses petits morceaux de puzzle en fait qu'il a en tête dans le tableau global. Et l'objectif, c'est que finalement, ça crée déjà de la discussion, ça crée de l'échange, et que final, on se rend compte que c'est un sujet global, transversal, qui nécessite en fait l'engagement en fait de tous les services et donc une mobilisation autour de toutes les politiques publiques. Donc ça, je pense que c'est ça l'objectif principal. Il y a d'autres publics comme je fais de la formation, ça peut être les étudiants ou de la recherche-action avec des citoyens. Donc l'idée, c'est trouver quand même une représentation de la complexité la plus abordable pour le plus grand nombre de publics possible. J'ai une question complémentaire à celle de Pauline. Donc moi, j'ai trouvé que c'était super intéressant et très ambitieux aussi hein, de partir voilà, un petit peu de la relation entre le territoire et puis le global et d'essayer d'embrasser finalement toutes ces dimensions dans un processus jusqu'à la stratégie. Je me demande en fait dans quel type de processus est-ce que ça peut s'incarner? Est-ce que c'est 2 ans de travail? Est-ce que c'est 10 ateliers avec un petit groupe? Enfin, comment ça se concrétise? Par quel type de processus? Parce qu'on suppose qu'il faut quand même du temps pour les acteurs de rentrer un petit peu dans toutes les dimensions de ta réflexion. Alors, pour parler des territoires à qui je l'ai proposé, hein, à titre prototypal, expérimental, euh, l'idée, c'était effectivement de mettre les pièces dans le bon ordre et d'être sûr de commencer par les bonnes choses, mais aussi de se rendre compte qu'il y a des choses qu'ils avaient déjà engagées, qu'il fallait continuer, mais que finalement, il y avait des notions qu'ils n'avaient pas forcément reliées entre elles et qui avaient forcément du sens, et que une transition, c'est quelque chose de transitoire, c'est pas un vrai projet, et que du coup, amener la résilience permettait de donner un sens global aux efforts de transition. Du coup, pour répondre à ta question, en termes de nombre d'ateliers pour arriver à... Alors, ça peut se faire très rapidement par rapport à un territoire, en des clics de compréhension. Par contre, si la question est au sein de la fabrique des transitions, quelle quantité de travail il faudrait pour arriver à être au bon niveau en fait, de représentation par rapport au niveau d'ambition que tu as cité,
Je ne sais pas, ça dépend. Est-ce qu'on pense qu'il faut rester très macro pour ne pas plonger trop dans le détail, ou est-ce qu'au contraire, il est important d'avoir ce macro avec des zooms réguliers sur tout plein de détails? Je ne sais pas. Est-ce que ça Ma répond à la question? question, c'était pas forcément par rapport à la fabrique, parce que ça, c'est peut-être dans un second temps qu'on peut s'interroger D'accord, sur le. Mais mais c'est parce qu'en fait, bon, moi, ma réaction en voyant ton support et ton explication, c'est que bon, moi, ça me parle. Je trouve que c'est une grille de lecture hyper intéressante, mais je me dis que ça peut être un peu complexe pour certains acteurs qui n'ont pas l'habitude d'avoir ce type de réflexion systémique à plusieurs échelles. Et, et je me demande dans quelle mesure est-ce que l'appropriation peut se faire rapidement. Et voilà, est-ce que ça peut se faire en 3 ateliers, ou est-ce que pour toi, même si tu l'as pas complètement déployé, parce que c'est encore à titre expérimental, est-ce que pour toi, c'est plutôt un processus de 6 mois, 8 mois, parce qu'il faut le temps de comprendre déjà quels sont nos modèles mentaux, nos pratiques, notre rapport au monde, et que ça se déconstruit forcément sur la durée. exactement. Enfin, c'est l'hypothèse que je fais. Après, peut-être que pour toi, c'est quelque chose de plus rapide, mais Ouais, ouais. Bah, alors je vais donner deux exemples. Pour les collectivités accompagnées dans le cadre de Stratégie de résilience Normandie, c'est un processus assez long puisque c'est 1 an où collectivités se regroupent en binôme élus techniciens. Donc là, on y est allé progressivement de la compréhension du problème global, compréhension des conséquences pour le territoire, du niveau de contribution, du paradigme, du ci, du ça. On y allait très progressivement et petit à petit, dans la réponse qu'ils doivent apporter, c'est-à-dire comment ils bâtissent leur stratégie de résilience, effectivement, aujourd'hui, on a pu imprimer pour eux une frise qui leur permet de voir tout ce qui est à mettre en œuvre. Et c'est une frise qui est mise dans l'échelle du temps, hein, ce qui n'est pas le cas de ce que je viens de vous montrer. Et ce qui permet de se dire, bah, moi, j'en suis là, à cet endroit, mais par contre, il faut que j'aille voir tel service qui, eux, sur tel autre domaine, ils en sont là. Et en fait, ça montre qu'on a vraiment besoin de coopérer, d'avancer ensemble, de se coordonner, etc. Donc ça, c'est un processus un peu long, mais qui montre qu'en fait, sur une échelle de temps, on peut construire quelque chose vraiment dans la durée. C'est quelque chose qui va servir dans le processus. Après, moi, je prends l'autre exemple d'un séminaire que j'organise à l'INET sur 3 jours. Donc là, c'est que des techniciens, que des DGS à peu près. Et en fait, bah, de suivre à peu près cette logique, bon, déjà, ça a déconstruit des choses chez eux, rien qu'en 3 jours, hein, des croyances qu'ils avaient. Ça a déconstruit l'approche très technicienne qu'ils avaient de ce qu'est la transition d'un territoire. Et du coup, ça a déclenché, au bout de 3 jours, vraiment l'envie de rencontrer leur élu de référence, de leur dire qu'il faut une rencontre avec l'ensemble des élus et des techniciens pour refaire ce schéma-là. Donc, je vois que c'est là où je me dis ça paye un peu parce que voilà, ça crée des déclics, mais j'arrive pas à. Et c'est là où je pense qu'il faut être un groupe de travail. J'arrive pas seul à me rendre compte jusqu'à quel niveau de détail il faut rentrer par rapport au niveau de maturité du groupe. J'arrive pas. Mais je pense qu'il en faudrait plusieurs pour que ce soit adapté en fait à notre public. Ok, merci. Oui, Dominique? Oui, merci Patrick pour cette présentation très intéressante, effectivement et aussi très ambitieuse, voilà, mais c'est raccord avec les enjeux auxquels nous sommes confrontés. Ce que je me disais effectivement aussi au regard des questions posées par Pauline et Frédéric, c'est que et sur la durée du processus, c'est qu'on rentre là dans un processus aussi de formation, et tu soulignes l'importance et l'intérêt de travailler avec la société civile. Et je trouve que c'est une démarche qui doit emmener sur la durée, hein, et faire monter en compétence les acteurs pour les rendre. Donc du coup, sur la question de la durée, moi je me dis effectivement que là on est sur vraiment un grand temps, parce que il faut former, il faut informer, il faut former, il faut mettre en action. Et donc, du coup, c'est un processus de longue durée, mais qui participe aussi de la coopération entre acteurs sur la durée pour véritablement, voilà,
Et je pense que c'est pas un projet de technicien et d'élus, c'est un projet de société, c'est un projet de territoire. Donc du coup, tu l'as souligné, et donc du coup, un projet de territoire qui mobilise les parties prenantes du territoire et qui doit les associer parce qu'effectivement, pour changer de paradigme, il y a quand même, un cheminement assez long. Voilà, c'était mes réflexions. Ouais, mais je partage, hein. D'ailleurs, moi, ce que je trouve intéressant, ça permet de répondre au fait que changer de paradigme, c'est pas forcément un grand soir, un grand matin, parce que ça n'existera jamais, à moins qu'il y ait un grand effondrement, mais à la limite, moi-même qui ai creusé ces sujets, je ne le souhaite pas. Mais ça permet de vérifier qu'entre la situation de départ et la situation cible, en fait, à chaque fois qu'on change quelque chose, qu'on est en transition de quelque chose, ça permet de vérifier qu'on est dans le bon sens du changement de trajectoire. Voilà. C'est là où le tableau de bord il est aussi intéressant. Je n'ai pas eu le temps de le détailler, mais à la fois, il y a des actions de transition, mais c'est de s'assurer que ça va bien dans cette finalité qui est finalement de gagner en résilience localement. Et on se rend compte qu'à chaque fois qu'on cherche à gagner en résilience de manière vertueuse localement, de toute façon, on contribue globalement à une action vertueuse. Bernard? Ouais, ouais, moi j'avais aussi un peu, enfin, déjà merci pour la présentation, mais j'avais un peu les mêmes remarques, j'avais noté notamment, je trouve très intéressant enfin, que tu proposes de remonter justement au paradigme, au changement de paradigme, parce que c'est à mon avis important et nécessaire que les personnes en face, elles démarrent par là. Mais du coup, comment on peut tester la déconstruction de leur paradigme précédent, en fait, et donc comment les personnes peuvent changer de logiciel. Et, et- et ça me semblait un peu trop, enfin, la complexité, enfin, la totalité, j'allais dire, du schéma qui est présenté intéressante, et en même temps, comment on peut permettre à tout un chacun d'avancer pas à pas, c'est-à-dire un pas, quand il est fait, est-ce qu'il est dans le bon sens ou dans le mauvais sens? Donc, est-ce qu'il y a des phases de test ou d'échange avec les parties prenantes? Alors, bon, après, ça dépend dans quel cadre on fait, mais en disant, voilà, vous avez cette question, vous devez la résoudre, ou vous devez la traduire, ou vous l'avez résolue, mais finalement, qu'est-ce que vous avez fait? Et par rapport à ce schéma, comment elle se situe et comment est-ce qu'elle a contribué à améliorer la résilience ou prendre soin à la fin, in fine, ou bien est-ce que finalement, vous comprenez bien que ce que vous avez fait, c'est à l'envers, parce que là, vous avez pris cette décision qui semblait bonne, mais finalement, elle ne prend pas soin au final. Et donc, comment on donne le TD en fait de ce cours, les travaux dirigés, à quel moment ça arrive et comment les personnes peuvent comprendre justement à travers leurs actions quotidiennes que elles participent, elles contribuent, elles s'engagent dans cette voie, ou au contraire, finalement, elles ont bien compris le cours, mais à l'action. Voilà. Je continue encore une phrase, c'est que moi je suis souvent confronté à cette question, c'est que face à des questions ponctuelles, les personnes elles ont leur ancien logiciel, dans le logiciel il y a l'économie, combien ça coûte, qui c'est qui paye, et en gros derrière, la réponse elle est standardisée aujourd'hui, et donc elle revient et elle va à l'encontre finalement d'un schéma qu'on a pu construire et ériger ensemble et sur lequel tout le monde est effectivement d'accord, mais n'arrive pas à s'en échapper en fait. Voilà. Donc comment on s'échappe en fait de l'ancien logiciel avec ce nouveau? Alors, je te C'est remercie pour une ta grande question. question, Bernard, mais bien sûr, c'est une question que je me pose aussi, hein. C'est-à-dire que moi, je l'ai testé sur un public, comme je vous le disais, élu agent. L'intention, c'est vraiment que ça permette euh, en fait d'être élargi à un grand public. Donc, mais ce n'est pas fait. L'idée, c'est justement si je le soumets à la fabrique, enfin à l'atelier, c'est aussi est-ce que vous trouvez ça pertinent et de vérifier qu'est-ce qu'on pourrait en faire, etc. Work in progress. Donc, moi, je vois deux choses par rapport on va dire, à l'étiquette citoyen. Il y a des citoyens qui ont envie de s'engager par rapport au choix à prendre pour l'avenir. Donc, cela, je pense que c'est bien de les mettre
dans le tableau global, hein, un peu sur la logique de peut être tiré au sort ou pas tiré au sort, hein, c'est comme sur la Convention citoyenne, etc. Et puis, il y a ceux qui n'ont pas besoin, mais qui ont juste besoin en fait, qu'on vérifie avec eux que leurs actions de changement contribuent bien à quelque chose qui est plus grand qu'eux dans la bonne direction. Et ça, je pense que ça doit faire partie justement du travail de médiation, d'accompagnement dans le territoire. Il ne faut pas, je pense, amener tout le monde à ce niveau de compréhension. Ça, pour moi, c'est inutile, c'est voire même contre-productif de vouloir coûte que coûte. Par contre, il faut connaître les quelques clés qui permettent de, finalement, la transition, c'est prendre soin de toi, des autres et de l'endroit où tu vis. Je veux dire, c'est plus agréable à entendre qu'il va falloir faire des efforts pour sauver la planète, quoi. Enfin, voilà. Et donc, de cette compréhension globale, et d'ailleurs, sauver la planète, c'est encore l'ancien paradigme, hein, quelque part, qui parle. Hein. C'est le monde capitaliste et sa croissance verte, on peut y aller très loin. Hein. Et par contre, ce paradigme, alors j'essaye de répondre aussi à ta question, je pense que le paradigme, il faut toujours l'afficher en arrière-plan pour ceux qui veulent, et montrer qu'il y a un contre-paradigme possible et qui est presque plus désirable, et de se rendre compte que finalement, le paradigme actuel dans lequel on est, on n'a pas le choix, on y est, mais finalement, ça répond à des croyances et à une structuration qui n'est pas pour notre bien-être, quelque part. Et s'en extraire, commencer à vouloir s'en extraire, c'est aussi commencer à le regarder. Parce qu'en fait, si on ne le regarde jamais, on ne se rend même pas compte qu'on est dans ce paradigme. Pauline, Dominique. Peut-être Pauline, je ne Oui. sais pas si c'était. Oui, je te laisse. Ouais, ça marche. Oui, c'était bien une nouvelle question. En fait, je voulais un peu abonder sur ce sujet, sur ce questionnement, effectivement, entre cette représentation systémique qui est très théorique, hein, qui est vraiment qui rassemble l'intégralité, on va dire, des éléments de compréhension du phénomène de la résilience et de la transition écologique, et effectivement l'engagement. Parce que du coup, c'est vrai que notre enjeu, c'est d'engager les gens. Et je voulais abonder avec quelques exemples. En tout cas, des retours personnels, à la fois dans ce que j'étais avant, c'est-à-dire ingénieur territorial, donc en ayant travaillé énormément avec les élus et les collectivités. Pour du coup, c'était mon métier permanent, en étant au cœur du truc, où effectivement, là, je me posais vraiment la question de comment réellement ça allait engager des élus, parce que pour y avoir beaucoup travaillé, à chaque fois que j'abordais de la théorie, ils pouvaient très bien adhérer. Leur tête peut adhérer, leur corps et leur cœur et leur porte-monnaie n'adhèrent pas forcément. Donc du coup, il y a quand même cet enjeu-là, et c'est pour moi, et c'est ce pourquoi j'ai changé, j'ai fait ce choix-là de créer une offre où dedans j'ai beaucoup plus d'actions qui parlent au cœur. Et c'est pour ça que je travaille sur le renoncement, avec des fresques du renoncement, sur des éléments qui permettent de pouvoir intégrer en fait ces sujets-là qui sont théoriques de manière précise, de manière effectivement de faire des TD, quoi. C'est-à-dire de travailler dessus, parce que quand on fait une présentation hyper lourde sur ces sujets-là, moi, je n'ai pas réussi à avoir l'engagement réel et en tout cas la pérennisation de cet engagement dans les expériences que j'avais, et que ce n'est que en arrivant à leur parler vraiment au cœur, etc., que ça marche, et que du coup, ils enclenchent quelque chose. Et donc, ce que je me demandais, c'est comment dedans… à mon avis, il manque cette partie-là pour que ça puisse aboutir à de l'engagement ici et maintenant, et à quelque chose qui marche dans la durée, quoi. Je pense que c'est un outil sur lequel, effectivement, il faut, en fonction du public, prendre quelques petits bouts, mais jamais peut-être l'intégralité, et en plus, surtout, le coupler. C'est-à-dire que, à mon avis, sans couplage, ça va pas à l'intention d'aller vers l'engagement. Je pense qu'il manque un couplage avec Qu'est-ce des que tu actions. entends pour couplage ? C'est-à-dire que, en fait, pour moi, je laisse jamais quelqu'un repartir avec de la théorie et sans avoir eu un atelier physique, un atelier qui les mette en situation.
c'est-à-dire avec un exemple, c'est ce que disait Bernard. Enfin, voilà, on rentre dans un exemple, on leur prend un exemple pour illustrer, mais quelque chose où ils travaillent dessus pour qu'ils l'intègrent beaucoup plus que sur de la théorie, quoi. Parce que, enfin, voilà. Enfin, après, je ne sais pas si vous avez la même expérience. Mais... Ouais, vous partagerez, chacun pourra partager avec ses expériences. Juste, je vais donner moi mon expérience, qui est très, très humble. Hein. Alors, déjà, ce n'est pas un cours, entre guillemets. Hein, donc, c'est vraiment l'idée, c'est de le faire. Cette fraise, c'est de le faire au mur, quelque part, hein, avec des choses qu'on peut bouger, des choses sur lesquelles on n'est pas d'accord, etc., etc. Donc, le but, c'est d'arriver à une co-construction quand même d'un schéma, d'une réalité et de là où on veut aller. Voilà, je trouve que ça aide. Bon, il faut avoir fait un schéma théorique pour savoir un peu où on peut emmener les gens. Et le deuxième sujet, auprès des élus, ça, j'ai pu vérifier des choses qui fonctionnent et qui ne fonctionnent pas, puisque je fais aussi de la formation pour élus. Sortir en fait des sujets d'écologie et d'environnement pour parler d'enjeux de sécurité, de santé et de sûreté, alors ça fonctionne absolument radicalement. Et un élu ne peut pas repartir, en fait, s'il est d'accord quand même sur l'analyse, en disant qu'il ne peut pas s'intéresser globalement à ces trois types d'enjeux. Voilà. Donc, si on néglige l'environnement, effectivement, il nous arrive des problèmes de sécurité, de santé et de sûreté. Et ça, quelque part, je trouve les élus extrêmement sensibles là-dessus. Enfin, ce qui me paraît, ce qui est logique. Mais il me semble que c'est pas contradictoire avec ce que évoque Pauline, c'est-à-dire que Non, c'est pas contradictoire, c'est une expérience. dans le processus que tu proposes, effectivement, tu as des clés pour permettre l'appropriation et de capter l'intérêt des acteurs. Mais si l'idée après, on va peut-être pas aller au bout de l'exercice là ce matin, mais si l'idée après, c'est d'envisager un processus qui pourrait être appropriable par les acteurs de la fabrique, ça pourrait être intéressant aussi de se dire comment est-ce qu'on couple l'approche que tu as présentée avec un travail, un engagement concret sur quelques actions qui permettent de concrétiser aussi l'engagement des acteurs et de les inviter à repartir d'une séance avec quelque chose de concret sur lequel ils peuvent travailler. Enfin, voilà, je pense que c'est un processus peut-être qu'il faudrait poser un peu sur la table et développer par la suite, mais ça me paraît intéressant comme ces deux approches me paraissent très complémentaires. Dominique, tu voulais... Ouais. Juste une toute petite réaction. C'est vrai que la question se pose là quand effectivement on voit l'ambition qui est portée par cette démarche, voilà, non. Donc, et du coup, effectivement, de la mobilisation des acteurs, des parties prenantes. Donc, j'essaie de réfléchir un peu tout haut, là, mais je me dis, effectivement, au-delà des citoyens, de la société civile, enfin, du citoyen, c'est les opérateurs socio-économiques qu'il faut emmener sur un territoire. Et du coup, voilà... Et du coup, peut-être que aussi, ce qui serait intéressant de cartographier pour donner à voir, c'est finalement les autres instances où se traitent, où s'évoquent les enjeux de donc voilà, quelles sont les questions qu'on aborde avec le monde agricole hein, autour de la gestion de l'eau, et donc du coup de cartographier en parallèle les instances où en fait on peut essayer de diffuser cette pensée. Bon, bonne journée et bon été Bernard. Au revoir Bernard. Donc voilà, de façon à pouvoir effectivement lui redonner un côté, enfin alimenter un côté un peu pragmatique. Donc revoir où sont les instances, les dispositifs, les programmes où on parle de transition, où on se travaille les questions de transition de façon à pouvoir à un moment donné voilà, situer. Et du coup se dire on mobilise ce groupe, ce programme, pour effectivement diffuser l'information, parce que je reviens sur l'importance et l'enjeu de la pédagogie là, et donc de faire monter en compétence les acteurs et de les... Alors, peut-être pour compléter sur cette... Merci Pauline.
Ouais, non, mais moi, j'aime beaucoup en tout cas l'idée des calques sur ce genre de logique par public et notamment par thème. Alors, je l'avais fait dans le milieu agricole, hein, justement, ça tombe bien parce que s'il y a un truc qui touche à tout, c'est l'alimentation et l'agriculture. Donc ça, Oui, ça mais marche. du coup, les commerçants, les industriels du Ouais. territoire, je veux dire vraiment tous les acteurs qui sont concernés et puis qui sont effectivement, enfin, qui seront aussi les premiers impactés en cas de risque, enfin, de crise. Et en termes d'acteurs socio-économiques, merci d'avoir parlé de ça. J'en parlais un peu dans mon analyse des cadres fondamentaux, là, que j'ai pas eu le temps de vous montrer, mais j'ai travaillé, moi, avec la Chambre des métiers, de l'artisanat et puis la Chambre de l'industrie de Lyon sur un petit démonstrateur d'économie régénérative et on s'était rapproché d'entreprises, justement, en parlant de résilience. On s'était rendu compte qu'il y a des entreprises qui sont conscientes et qui voient l'intérêt que finalement, si une entreprise participe à la résilience du territoire, elle-même, elle va contribuer à sa propre résilience parce qu'elle va être d'utilité territoriale et du coup, entendure, la population, les institutions vont faire en sorte de préserver cette entreprise. Donc là, il y a du gagnant-gagnant à travailler, c'est hyper important. Ok. Merci beaucoup, Patrick. On va s'arrêter là. Donc, merci déjà pour l'expérience qui était super intéressante. Merci à vous. Et en termes de perspective, il faudra qu'on en reparle, mais je pense que dans ce que j'avais en tête, hein, c'est que on pourrait, dans les prochains mois, peut-être plutôt à partir de 2025, peut-être plutôt en perspective pour la prochaine saison, essayer de formaliser ou de modéliser des principes communs pour renforcer la dimension systémique dans les stratégies de transition. Et l'exemple que tu as proposé aujourd'hui, enfin la méthode que tu as proposée aujourd'hui, ça peut être aussi un autre objet qu'on pourrait travailler, qui peut être un exemple de grille de lecture et de méthode à géométrie variable, qu'on pourrait aussi enrichir avec ce que proposait Pauline sur la dimension action et engagement. Mais je pense que ça, c'est un beau sujet qu'on pourrait travailler collectivement pour la suite de nos travaux. Est-ce que tu pourras m'envoyer ta présentation? Ouais, j'envoie dès qu'on raccroche. Très bien. Merci beaucoup Merci pour votre attention. Bon Merci été à à tout le tous. monde. et très bon été. Bon été. Bonnes vacances. Bel été. C'est la trêve. Voilà. À Portez-vous bientôt. bien, profitez bien, à bientôt. Au À revoir. bientôt. Et puis, on se fait des allers-retours, Frédéric. Oui, pas de problème. Au revoir. À bientôt. Merci. Au revoir. À bientôt.